Alors, je voudrais arriver à montrer la compatibilité des animation knobs et par exemple de ce qu'on appelle l'add-on Cell Fracture. Cell Fracture, comme on peut le voir ici sur le cube, il a la faculté, cet add-on, disons, de pulvériser le cube en petits morceaux comme ça. Alors là, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un empty, et cet empty va agir comme contrôleur sur la dissociation et la dissolution du cube, qui est déjà cassé en morceaux, mais selon la taille de l'empty, eh bien, on va avoir une dissolution plus ou moins importante du cube. Alors, regardez par exemple, si je fais scale sur l'empty, voyez, ça dissout le cube. Et si je me déplace, c'est pareil, hein, vous voyez, je vais pouvoir, comme ça, avoir scale. Donc là, au contraire, je grossis, je garde une partie entière, et puis si je me déplace, eh bien, je le détruis, je le fais apparaître comme je veux. Donc c'est une des manières de montrer la relation que l'on peut créer entre les animation knobs et le Cell Fracture. Alors pour ça, on va aller voir comment on peut faire. Alors, donc déjà, il faut présenter Cell Fracture. Alors Cell Fracture, donc je vous ai dit, c'est un outil qui permet de, disons, de pulvériser plus ou moins un cube en petits morceaux. Voilà. Alors bon, je vais retirer la caméra, je vais retirer la lumière et je vais aller pour vous montrer comment on peut l'ajouter dans les add-ons. Hein, donc ici add-on et je cherche Cell Fracture. Voilà, il est dedans, hein, Cell, voilà, Cell Fracture. Moi je l'ai coché, donc vous le cochez et puis vous vérifiez que vous êtes bien en Safe Préférence ou que vous avez la préférence automatique qui est engagée, et vous fermez, et on va voir comment on l'utilise. Alors, moi j'ai l'habitude de l'utiliser en mettant dessus déjà des particules qui permettent de localiser les endroits où vont se faire les petits morceaux que je vais pulvériser. Donc, ici, vous mettez sur particules en ayant sélectionné votre cube, et puis vous ajoutez un système de particules. Alors, n'en mettez pas trop, moi je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre 200, parce que je suis en enregistrement et j'ai peur que ça fasse une pétouille si j'en mets de trop. Donc voilà, je mets 200, c'est tout ce que je veux. Par contre, ce qu'il faut, c'est que je les ai tous au démarrage. Donc je vais mettre 0 ici comme frame de départ et 0 comme frame de fin, et elles apparaissent. Évidemment, on peut en mettre que 100 d'ailleurs, peut-être, ça sera suffisant, hein, peut-être. Voilà. Alors, maintenant, comment on va se servir de ça? On va aller dans Object, et puis ici, vous allez ici dans Quick Effect, et de Cell Fracture, vous l'avez ici. Alors, vous avez cet énorme tableau. Alors, il n'y a pas grand-chose à changer. Il est sur Own Particle, donc sur les particules qui appartiennent au cube. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est margin égale 0. Je fais pas de récursion, je bouge pratiquement pas. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre ici pour que tous les morceaux soient dans une même collection. Je vais marquer essai. Je pouvais mettre un nom plus parlant, hein, pour localiser la collection dont je vais avoir besoin pour aller chercher tous les morceaux. Alors vous faites OK. Alors, bon, ça met un petit temps à faire tous les petits morceaux, et puis une fois que tous les petits morceaux sont faits, ça y est, vous avez alors vous n'avez plus besoin de vos particules, et vous avez tous vos morceaux ici, vous voyez? Donc là, dans la collection, comme ça, comme ceci. Bon, alors maintenant, on va voir comment on va s'en servir. Alors, une petite précaution à prendre, on sélectionne tout, on va dans N, et on va aller dans Animation Node, et ici on va faire un petit travail. On va se mettre ici, on va d'abord faire apparaître les Animation Nodes, hein. J'ai plus la main, ah voilà,
Et pourquoi j'ai pas la main là? N. Bon, voilà. Hop. Horizontal split. Touk. Bon, voilà. Et animation node ici. Voilà. D'accord, mais je vais faire quand même quelque chose. Je voulais N. Je voulais faire... où est-ce que c'est? Oh, non, non, c'est dans les animation nodes. Voilà. Update. Voilà. Et là, je vais marquer from current transform. Voilà. Initial transform. Voilà. Hein, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai actualisé tout. Hein. Bon, j'ai fait ça un peu rapidement, mais vous pouvez passer au ralenti. Et vous avez ici from current transform, c'est-à-dire que ici, les positions de chacun des petits morceaux vont être mémorisées dans from current transform, hein, qui est, si j'ose dire, le titre de ce que j'ai fait. Bon, maintenant, alors comment je vais aller chercher ces petits morceaux et puis comment je vais utiliser cette idée de dissolution que je vous ai proposée. Ben, c'est pas très compliqué. Je vais faire new déjà et je vais vérifier que ici dans le node tree j'ai bien auto-exécution et uniquement send chanted et que l'OS n'est pas actif. Bon, maintenant il faut que j'aille chercher ces petits morceaux. Alors ces petits morceaux ils sont dans une collection, donc il me faut aller la chercher et récupérer les positions de chacun des morceaux. Pour ça il y a un outil qui est CTRL A qui est dans Object Collection, je crois, voilà, Collection, et Collection Info. Voilà, hop, tout petit, je vais grossir un peu. Voilà. Alors, bien sûr, il faut que j'aille chercher la collection qui s'appelle, je l'ai appelée essai, donc vous voyez l'utilité de mettre une collection dès le début. Et puis après, bon, je vais récupérer ces objets et puis je vais essayer de les faire disparaître avec la position d'un empty. Alors, pour ça, il me faut un certain nombre de nodes. D'abord, il me faut des matrices et en particulier un moyen de les sortir à l'écran, c'est-à-dire un matrice output. Donc c'est objet de matrix output, voilà. C'est cette matrice, c'est ce nœud qui va me permettre de sortir les choses à l'écran. Alors je vais faire. Alors là tout est en tas, hein, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Faut pas s'inquiéter. Et il me faut ensuite les morceaux un par un par rapport à leur position initiale. Alors pour ça, il y a un outil qui s'appelle objet IDK, hein, on en a parlé quand on a été là, hein, on s'en est préoccupé ici. Hein, je vous rappelle, donc Shift A, je vais aller chercher Object IDK. Où est-ce qu'il est? IDK, voilà, le voilà, d'accord. Et puis, je vais récupérer ici mes objets, voilà, mais je vais les mettre en initial transform. Voilà, et là je récupère théoriquement la location, enfin bref, tout ce qu'il faut. Alors maintenant, je vais utiliser une matrice pour diminuer la taille de mes objets pour pouvoir les faire apparaître et les faire disparaître. Alors je vais chercher donc une offset matrice, hein, je vous rappelle, c'est la matrice des transformations, offset matrice, ici, qui va me permettre de prendre les matrices qui sont là, d'accord, de leur faire un scale, par exemple, et puis de les remettre là. Alors là, évidemment, à 1, tout marche bien, c'est-à-dire tout se remet en place. Par contre, ici, eh bien, si je joue, ça ne fait rien pour l'instant. Alors, on va voir pourquoi ça ne fait rien. Eh bien, on peut mettre aussi la location, la rotation. Ah bah oui, non, mais si je fais ça, ça donne 1. Si je fais 0 ici, bien sûr, tout disparaît, puisque si je fais un scale à 0, tout objet subit une échelle de 0, évidemment, tout disparaît. Et donc, si par contre maintenant, je fais le fall off, vous voyez,
comment ça s'appelle, le cube réapparaît. D'accord? Donc c'est ça qui va jouer sur l'apparition et la disparition. Hein, c'est assez intéressant comme problème. Alors, qu'est-ce qui va faire ça? Eh bien, on avait convenu entre nous que c'était un empty qui allait faire ça. Donc, Shift S, je vais mettre cursor to word origin. Shift A va aller chercher un empty sphérique. D'accord? Je vais lui mettre une taille de 2, par exemple. Voilà, comme ça, il dépassera à peu près ce que je veux. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est celui qui va me servir pour contrôler l'apparition ou la disparition du cube. Comment je vais faire? Je vais faire tout simplement, je vais aller chercher un contrôleur de fall-off. Donc pour ça, je crois que c'est dans fall-off, contrôleur. Où il est le contrôleur de fall-off? Je ne sais plus, je vais chercher. Contrôleur fall-off, object, contrôleur. Il y a tellement de choses que des fois on ne sait plus où ils sont. Voilà, contrôleur fall-off. Voilà. Le voilà. Alors, bon, ça va donc être l'empty. Je vais chercher. Attendez, je ne vais pas m'embêter parce que là, ça m'ennuie un peu. Je vais donc faire tout simplement. Hein, je vous rappelle, si vous cliquez là-dessus et que l'empty est sélectionné, vous avez directement accès. Sinon, vous prenez la pipette et vous allez cliquer dans la fenêtre. Je vais faire quadratique. C'est plus joli, on va dire. Ça donne, ça disparaît lentement, ça réapparaît lentement. C'est pas linéaire, quoi. Et puis, je vais faire le fall-off là. D'accord? Alors, bien, on va voir ce que ça donne. Alors, on voit apparaître légèrement des petites choses, mais c'est pas très puissant. On va faire l'inverse, c'est-à-dire, au lieu de faire disparaître, on va faire apparaître. Hein? Donc, par exemple, ici, vous voyez. Alors, je vais faire aussi, c'est sensible aussi au scale, vous voyez. Si je grandis un petit peu, j'ai la totalité de mon cube qui réapparaît, mais si je déplace, eh bien, cette fois, vous voyez, il disparaît et il apparaît. Alors, bon, je vais grandir un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, hop, vous voyez, il disparaît comme ça et réapparaît comme ça. Vous pouvez faire l'inverse si vous voulez, bien sûr. Alors, suivant la taille, bien sûr, suivant la taille de l'empty, hop, hein, ça fait plus ou moins. Hein, ça dépend de la taille parce qu'il y a un rayon d'action de l'empty par rapport à l'effet qui est donné, c'est-à-dire à l'exécution de la matrice qui est là, hein, qui consiste à mettre les scales à 0. Donc si je diminue le scale, par exemple, vous voyez, là hop, voilà, j'agis comme ceci. Voilà un exemple assez simple qui montre comment on peut faire interagir les animation nodes et la seule fracture. Alors, afin de faire quelques rappels ou même quelques notions de physique avec les objets, voilà ce que j'ai créé. J'ai créé tout simplement un plan, un cube que j'ai mis un peu au-dessus, et un autre cube qui, lui, dispose, comme on le voit ici, d'une animation. Donc, si je lance l'animation, vous voyez, le cube se déplace, mais en réalité, il n'est pas posé sur le plan, enfin, il se déplace, on a l'impression qu'il se déplace sur le plan, mais en réalité, c'est de l'animation 3D très classique. Alors maintenant, on va essayer de communiquer à chacun de ces éléments de la physique. Comment fait-on? Alors, on appelle ça des rigid bodies. Et on va appliquer donc ces fameux éléments de physique. Alors, on va commencer par celui-là.
Et puis, on va tout simplement aller dans le panneau des properties, on va aller sur Physics, et on va créer Rigid Body. Alors, Rigid Body, il est dans le panneau Properties, et on voit qu'il a un certain nombre de paramètres. Nous, on va se limiter à Active pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va activer ce cube, on va lui activer la physique dessus. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça le met dans un univers différent de celui de la 3D traditionnelle, c'est-à-dire où il est soumis, par exemple, au champ de la pesanteur qui a tendance à le faire tomber. Alors comment peut-on voir ça? Quand je lance l'animation, vous voyez, pouf, tout à l'heure, il n'était pas du tout animé, mais maintenant qu'il subit la physique et la gravitation, il est dans un monde où il y a une gravitation et donc il tombe. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Il tombe, mais il tombe d'une manière infinie sous l'effet de la gravitation. Alors, il est mis dans un monde spécial qu'on peut observer ici dans les Rigid Body World, ici. Vous voyez, vous avez Rigid Body World qui est activé. Alors, qu'est-ce que c'est que Rigid Body World? Eh bien, c'est une collection qui comporte tous les objets sur lesquels on a mis de la physique, c'est-à-dire qui sont soumis, disons, au champ de force traditionnel du monde. Alors, comment peut-on voir ça? Eh bien, on peut voir ça ici, en appuyant sur cette icône-là. Vous voyez que par défaut, on est dans les scènes, View Layer, et ainsi de suite. Mais si on se met en Blender-File, ici, si je regarde les collections, vous voyez qu'il y a une collection Rigid Body qui apparaît, qui est nouvelle, et dans laquelle le cube qui est ici est inscrit. Donc, il appartient au monde soumis à la physique des corps, c'est-à-dire la gravitation qui est un champ de force vertical suivant l'axe des ailes. Il est plus transparent, si j'ose dire. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça apporte rien parce qu'il part au travers de tout. Ben non, parce que si maintenant j'intègre dans le monde du Rigid Body le plan, je vais lui mettre, donc je repasse en mode physique, et je vais lui mettre un Rigid Body, mais cette fois, non pas en actif, mais en passif. Et là, on va s'apercevoir que, eh bien, le cube est arrêté dans sa chute, par le plan. Donc voilà le premier phénomène. Le deuxième phénomène, qui est assez intéressant, c'est de mettre aussi, alors vous voyez, le plan est entré dans le monde des Rigid Body. Alors, là où ça devient assez intéressant, c'est si je mets de la physique maintenant sur celui-là, pour que lorsque, vous voyez, il se déplace, il passe au travers de l'autre cube, donc a priori, il n'y a pas d'interaction. Mais si je lui mets un Rigid Body aussi, je vais donc lui mettre de Rigid Body, il va rentrer dans la classe, dans la collection Rigid Body, voilà, on le voit, cube 0. Alors maintenant qu'il est là-dedans, eh bien, je le laisse en active et je vais faire agir pour voir ce qui se passe. Et bien là, vous voyez, c'est assez intéressant parce que effectivement, lui tombe, il est soumis donc à la gravitation, lui résiste, mais celui-ci ne bouge plus, c'est-à-dire que l'animation que je lui ai donnée a été annihilée par le fait que je le mette en Rigid Body. Alors ça, eh bien, c'est une option que je peux changer, c'est-à-dire que je peux dire non seulement il est soumis à la dynamique, mais il peut, voyez, il peut continuer à être soumis à une animation, c'est-à-dire il rentre en tant qu'objet animé dans le World, le Rigid Body World. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui se passe, ça devient assez intéressant, parce que, vous voyez, il interagit en étant animé avec le cube. Alors c'est ça qui va nous intéresser, nous, c'est d'agir plus ou moins sur ça, vous voyez, pour annihiler ou au contraire mettre en marche la physique sur un objet. D'accord? Tout en ayant mis, bien sûr, le Rigid Body dessus. Donc voilà quelques petites notions
de rigid body, c'est-à-dire du monde de la physique, de Blender, que l'on peut simuler dans Blender, qu'on va utiliser dans la suite. Alors dans cet exercice, comme on peut le voir, on va voir ces petits cubes tomber, mais aussi l'interaction donc de la physique et ensuite des couleurs. Enfin, on va voir les deux, avec les animation nodes, bien sûr. Alors ici, donc, on va regarder ce que ça donne. Donc je lance l'animation. Vous voyez que les petits cubes tombent sur le plan et ils rebondissent plus ou moins et ils changent de couleur au fur et à mesure qu'ils descendent. Voilà ce que l'on va essayer de faire. Alors là, j'ai fait une animation assez courte sur 250 frames. Je peux grandir et faire disparaître entièrement le cube. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire dans cette partie-là. Pour réaliser un petit peu ce que je viens de montrer, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on va essayer de reconstituer l'ensemble des petits cubes les uns à côté de les autres. Donc, premier travail, je vais retirer la lumière et la caméra. Et alors là, je vais séparer mon écran comme je le fais d'habitude en horizontal split. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu ça pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et ici, mettre en animation node. Voilà. Et en vérifiant, on va voir, quand on va faire new, que le node tree est bien sur send changed, c'est-à-dire que ces trois-là sont cochés, mais pas always. Hein, bon. Alors, premier travail à faire, donc reconstituer un petit peu l'empilement des petits cubes. Alors pour ça, je vais utiliser un distribut de vertices sur lequel je dis quelques mots dans un des compléments à la fin. Shift A, donc matrice, distribute pas vertice d'ailleurs, matrix, distribute matrix, ici, le voilà. D'accord? Alors, on va le laisser sur grid pour l'instant, on va voir ce que ça donne. On mettra les coordonnées, les composantes après. Ici, on a 5, 5, 5. Bon, on verra ce que ça donne. Alors, maintenant, comment faire apparaître les petits cubes sur, ça je vous rappelle, c'est la topologie des matrices, mais il n'y a pas d'occurrence dessus, c'est-à-dire il n'y a pas d'instance. Alors, on va aller chercher dans Object Instanceur. Voilà, oups. Voilà, et on va aller chercher le petit cube ici. Oups. Alors, soit, je vous rappelle, soit là, soit en passant par les pipettes. Donc, cube, voilà. Alors, maintenant, on va relier donc les matrices aux instances. On va faire une copie intégrale. On verra que c'est assez important par la suite, ne serait-ce que pour donner des éléments. Mais on verra qu'on peut le faire disparaître aussi. On testera à la fin. Alors, maintenant, comme ils sont tous rassemblés au même endroit, parce que malgré tout on les a créés, mais ils sont empilés là. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que Shift A, je vais prendre une offset matrice offset, pour un petit peu leur donner d'une part en location et en scale. On verra ce que je donnerai comme paramètre. Alors j'essaye de faire tout sur un petit écran, c'est pas évident. Et puis pour voir, il faut un object output, un objet matrice output, comme ceci. On va mettre les objets ici, les matrices ici, et voilà, et on voit apparaître ce que l'on veut. Alors maintenant, on va diminuer peut-être, alors je vais faire disparaître bien sûr celui-là, c'est-à-dire le cube origine, puis je vais peut-être mettre des 0.5, oh, c'est peut-être un peu trop, 0.8,
Non, je vais le laisser, je vais faire autrement. Je vais mettre point 1, et puis on verra. Ah ben oui, si ça marche pas. On verra après les espacements que je mets. D'accord? Ah ouais, j'ai pas pris, j'arrive pas à mettre 1. Voilà, merci. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Voilà, alors, location, je vais les mettre en hauteur, hein, parce que à un moment, j'ai besoin de les faire tomber. Donc, je vais les mettre en hauteur Z égale 4. Et je vais en mettre aussi sur l'axe des Z. Hein, c'est-à-dire, je vais en mettre 5 sur l'axe des Z, en répartition. Z 3, voilà, hein, comme pour avoir un ensemble. Voilà. Bon, je pourrais aller à 5. Bon, je vais le laisser à 3. Hein. On va faire ça comme ça. Hein. 3 x 3 x 3, 27. Hein. Je vais peut-être pas le mettre à 5 parce que j'ai peur avec les animation nodes et l'enregistrement que ça génère des endroits. Alors, maintenant, le truc, c'est... alors, je vais me mettre de profil. Vous voyez qu'ici, je ne suis pas en hauteur. Donc, il faut que j'arrive à le monter en hauteur. Donc, je vais le grimper un petit peu, ici. Hein, par exemple, à 7, 8, je ne sais pas, on verra. À 7. Voilà. 7, j'ai dit 7. Voilà. Bon. Voilà cette partie. Alors maintenant, on va s'occuper de les faire tomber sur un plan. Alors pour ça, on va déjà faire apparaître le plan. Donc, Shift A, Mesh Plane, Scale 10, je pense que ça ira. Voilà, hein, ça devrait aller. Voilà, Scale 10. Moi, je vais peut-être mettre un peu plus, Scale 15. Ah non, là c'est trop. CTRL Z. Scale 2. Voilà. Voilà. D'accord? Et on va les faire tomber. Bon, mais là pour l'instant, si je fais agir ma timeline, il ne se passe rien. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que il n'y a pas de physique qui est mis sur eux. Alors, on va prendre un petit cube, et puis on va lui mettre de la physique dessus. Hein, dans un premier temps, pour voir ce que ça pourrait donner. Donc, on va mettre la physique, on va ici, rigid body, active, et puis on laisse en dynamique. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant si... Eh bien là, vous voyez, boum, il passe au travers du cube. Mais il n'y en a qu'un qui descend, c'est normal, puisque je lui ai mis, il n'y en a qu'un seul où j'ai mis de la physique. Donc déjà, première étape aussi, prendre le plan, et puis le mettre en rigid body et passif. Voilà. Et là, théoriquement, si je fais rejouer mon animation, voilà, mon petit cube s'arrête dessus. D'accord? Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, comment faire tomber les autres? Et bien, pour faire tomber les autres, ça va être un petit peu plus délicat parce que il faut les mettre en physique, les mettre dans la physique. Alors, comment les mettre dans la physique? Ben, il y a un certain nombre de choses. C'est d'abord de les mettre dans la collection qui correspond à la physique. C'est-à-dire, hein, je vous rappelle, on l'avait vu, ça s'appelle une collection qui s'appelle Rigid Body. Elle est, alors si on tire dessus, je vais remettre boum ça. Ici, si je regarde dans Blender File, voilà, vous avez Collection qui est quelque part, voilà, et vous avez Rigid Body. Et pourtant, Rigid Body ne contient que le petit cube que j'ai mis. D'accord? Bon, alors comment faire pour remettre les autres dedans? Je vais me remettre en traditionnel pour pas tout mélanger. D'accord? Hop, voilà. Alors, comment je vais faire ça? Je vais développer Scene Collection. Voilà, là, l'animation node, il est là. Bon.
Alors, comment je vais faire ça? Ben, je vais d'abord mettre tous les objets dans donc le le rigid body Word. Alors pour ça, il y a un outil qui est la collection opération, c'est-à-dire une opération sur les collections. Alors objet collection opération, je crois qu'elle est là, collection opération, voilà. Hop, d'accord, la voilà. Je vais tirer un peu dessus pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Je vais chercher la collection rigid body, voilà, et je vais mettre les objets dans rigid body pour qu'ils soient soumis, linked, liés, ici c'est les lier les uns par rapport aux autres, les mettre dans la rigid body. Alors vous me direz pour l'instant, ça fait tomber tout le monde, mais ça ne les fait pas tomber un par un. Bon, alors c'est pas ça encore que je fais. Alors pour ça, il y a une petite ruse qui consiste justement à aller, par exemple, si je prends celui-là et que je regarde un petit peu aussi là, vous voyez, il y a une histoire ici. Vous vous souvenez que si je mets animated et ainsi de suite, ça annule un certain nombre de choses. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire en utilisant un attribut, c'est-à-dire cet attribut-là, on va l'utiliser comme étant le déclencheur de la chute de chacun des cubes. D'accord? Alors pour ça, on va aller Shift A dans Object Attribut, Object Attribut Output. Voilà. Alors, cet objet attribut, c'est les paramètres de l'objet attribut. On va lui affecter justement la valeur qui correspond à ça. C'est-à-dire, on va soit déclencher, soit l'annuler par un booléen. Alors pour ça, on va faire ici, on clique droit. Ça, c'est un moyen de créer des attributs. On le verra une deuxième fois tout à l'heure avec les index pour les couleurs. On se met là, on clique droit et on fait copy data path, c'est-à-dire copie le chemin des données. Et on se met ensuite ici et on fait CTRL V. Voilà. Et c'est-à-dire on paste, quoi. Et voilà. Et vous avez copié le rigid data path ici. D'accord? Alors, maintenant, il faut que je mette, bien sûr, les objets. Boum, voilà. Et là, on me dit, ah bah oui, les values qui sont là sont pas du bon type. Qu'est-ce que c'est le type? Bah, ce sont des booléens, d'accord? Des booléens. Alors, on va faire un essai, comment on pourrait dire, pour voir comment se débrouiller. Il faudrait construire une liste de booléens qui fournit ces values assis pour activer sur certains cubes la valeur animated ou pas, c'est-à-dire faire tomber comment ça s'appelle, les cubes ou pas. Alors pour ça, on va faire Shift A, list, create, more, boolean, pour explorer, où est-ce qu'ils sont les booléens? Voilà, là-haut, je pense. Booléens, voilà. Voilà, une liste de booléens, on va en créer un certain nombre, 3, 4. Voilà, puis je vais les connecter ici. Et puis, on va regarder ce que ça donne. Alors ici, tout le monde descend. Maintenant, regardez si je déconnecte tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, a priori. D'accord. Multiple value, pardon. Non. Je n'ai pas branché. On va peut-être brancher. Alors là, tout le monde descend parce que tout le monde est à faux. Je remonte. Je vais mettre 1, 2, 3. Et là, j'en ai 3 qui vont descendre.
hop, si je mets 2, voilà, j'en ai que 2 qui descendent, voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, je mets 1, voilà, hein. Donc l'interaction avec ce booléen là doit marcher. Alors le problème, c'est comment arriver à faire une chute, parce que là, ça fait un peu n'importe quoi. Ben, on va se débrouiller avec ce qu'on appelle une boucle. Alors une boucle, c'est en réalité, c'est un petit arbre à part que je vais travailler à partir des données qui sont ici. Alors comment je vais faire? Alors je vais essayer de reculer un petit peu parce que là je suis obligé de prendre de la place. Je vais utiliser les matrices qui sont là et je vais alors je vais vous montrer hein, ce que j'ai. C'est une idée que j'ai vue dans un tuto dont je préciserai un petit peu la nature. Je vais faire un fall-off, vous vous souvenez, c'est pas facile comment à énoncer, un evaluate fall-off. Alors, evaluate fall-off, je vais lui faire un fall-off dessus, on va voir. Shift A, delay fall-off, Shift A. On va faire un delay, donc follow, où est-ce qu'il est fall-off? Shift A, fall-off, delay, hop, le voilà. Et très peu de place, delay, fall-off, ici, d'accord. Ensuite, Shift A, je vais lui faire un animated pour me servir de pour faire évaluer les fall-off. Les fall-off de quoi? Alors, c'est là que je mets les transformations de matrices, d'accord? C'est-à-dire je vais transformer l'évaluation des matrices en une liste de float. Alors, c'est assez Shift A. Si je fais un viewer, je crois qu'on peut voir. Voilà. Alors, vous voyez, 0, 1, 1, 1, 1. Si je vois, je transforme regardez, je vais faire agir. Hein. Là, tout est à 0. Regardez, si je fais agir comment s'appelle, la time info, ici, eh bien, les valeurs qui sortent ici sont affectées à une liste de float. Hein, c'est-à-dire, c'est issu des matrices. Je ne vois pas la ligne, ça m'ennuie. Voilà. Hop. Voilà. Alors, comment je vais faire X pour transmettre ça ici, parce que ça ne rentre pas directement. Ça, c'est des floats et ça, c'est des booléens qui sont attendus. Alors, on va se mettre en dessous et on va créer ce qu'on appelle une boucle. Alors, hein, il faut faire un petit peu attention parce que c'est un peu nouveau. Donc, Shift A, déjà, on va aller en bas, on va faire sur programme loop. Donc, ici, on va lui donner un nom. MyLoop, on va l'appeler booléen. Voilà. Alors, ça marche comment une loop? Eh bien, une boucle, pardon. Ça marche de la manière suivante. Il y a ici ce qu'on appelle une itération. Il y a des itérateurs, c'est-à-dire les objets qui sont mis dans la moulinette pour qu'ils soient pris les uns après les autres, puis transformés par un calcul qui va venir en sortie ici. Et il va y avoir aussi ici, bon, des paramètres éventuellement, ça on n'en a pas besoin pour l'instant, et ce qui est produit, c'est-à-dire la liste des booléens que je voudrais récupérer. Alors on va créer new itérateur, on va avoir une float list, c'est-à-dire on va aller chercher la liste qui est là. Donc ça, c'est le corps de la boucle qu'on est en train de faire. Il va falloir l'appeler dans le corps du programme qui est ici. Hein. Donc, Shift A, on va avoir ce programme invoke, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, invoquer,
quoi? Une loupe, une boucle, d'accord? Ok, voilà, j'invoque ma boucle. Regardez, vous avez l'entrée float list ici qui est mis, que je vais brancher sur strength, et il faut que je fasse une sortie. C'est-à-dire que je vais faire un new generator output, et je vais faire boolean list. Voilà. Et là, je crée automatiquement une sortie booléen. Alors maintenant, comment je vais créer cette liste à partir des floats? Eh bien, tout simplement, vous avez vu que c'est des nombres qui sont compris entre 0 et 1, hein, qui sont sortis ici. Donc, je vais tout simplement faire Shift A. Il y a un outil qui est la comparaison, compare, pour les floats, compare, voilà, booléen. Ça donne des booléens, mais ça compare des floats. Donc, je vais prendre le float qui rentre, d'accord? Et puis, je vais le comparer, par exemple, à 0,5, par exemple. 0,5 étant le milieu, à peu près. Hein, vous voyez, en gros, quand ça part de 0 ici, et ça va jusqu'à 1 quand l'action est... Hein, je vous rappelle le principe du delay fall-off, du fall-off, quoi. Et là, non, c'est A supérieur ou égal à 0,5. Voilà, et boum. Là, je vais créer mes booléens. Alors, on va regarder si ça marche. Shift A, on va prendre un viewer. Boum. Voilà. Oui, il sort sur false. Ce que je voudrais, c'est le boolean list. J'espère que je vais l'avoir là. Ouais, voilà. Vous voyez, ils sont tous à faux, là. Mais si j'exécute, regardez, ils se mettent à true au fur et à mesure. Regardez, on le voit bien, hein, là. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Alors, en réalité, c'est le contraire qui va m'intéresser, mais c'est pas grave, hein, puisque c'est, en réalité, c'est false qui va m'intéresser. Bon, alors, on va brancher le boolean list là-dessus. Oups. Voilà. Et, voilà. Si on fait ça, tout tombe d'un coup et ça remonte après. Donc, c'est pas bon. Il faut que j'inverse. Shift A, invert. Fall off. Non, booléen invert. C'est-à-dire la négation, quoi, simplement. Boum. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Et cette fois, vous voyez, vous avez vos petits cubes qui descendent tranquillement. D'accord? Donc, il marche, hein, ça marche assez correctement. Et vous avez ce que vous vouliez. Alors maintenant, on va s'intéresser aux couleurs. Alors vous voyez que j'ai simplement mis un petit cadre ici à une frame, ce que ça s'appelle, à la boucle des booléens, pour se repérer un peu mieux. Alors maintenant, on va faire le travail un peu identique, de création de boucle sur un attribut, mais avec les couleurs. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, on va choisir un attribut qui s'appelle le passIndex, qui est associé à chaque cube, parce que, par définition, si je regarde ici dans Blender, crée des matériaux, pardon, j'ai les shader éditeur. Voilà. Si je regarde, vous voyez, par défaut, chaque petit cube a une couleur créée par défaut qui est un principal BSDF gris, machin. Voilà, et il est là, hein, il est dans les couleurs, là, on le voit ici apparaître. D'accord? Alors, comment ça s'appelle? Le truc, si j'ose dire, qu'on va essayer de faire, c'est on va mettre sur ce shader quelque chose qui réagit au niveau de la couleur en fonction
par exemple, comme on l'a fait pour la pesanteur, pour le rigid body, qui réagit en fonction de la strength qu'on avait mis. Hein, je vous rappelle, Animation Nodes, vous avez ici une boucle qui réagit en fonction ici de la sortie de l'evaluate follow. D'accord? Les strengths de l'evaluate follow. Bon, on va faire la même chose, mais sur le pass index. Alors on va faire comment? Bon, on va faire une boucle, encore faire une boucle, mais sur cette fois un autre attribut. Alors on va faire, donc on va prendre le même système qu'ici, c'est-à-dire on va faire chercher object attribute output, shift A object attribute output, voilà. On va choisir un attribut qui est ici, quand je regarde dans les couleurs comment ça s'appelle, des cubes, il y a dans les settings quelque chose qui est assez intéressant qu'on appelle le pass index, qui donne, si je regarde ce qui est indiqué, pass index, index number for material index render pass. C'est-à-dire que il renvoie un attribut material index dans les shaders, en gros. Hein. Alors, comment va-t-on copier? Comme tout à l'heure, hein, je me mets dessus, pass index, je clique droit, je fais copie data pass, je me remets ici et je fais CTRL V et j'ai, alors je vais essayer de montrer un peu plus gros parce que c'est un peu petit, N, j'ai pas besoin de ça, voilà, j'ai mis le data pass, c'est-à-dire qu'il va me donner le data pass des objets, le pass index des objets, c'est-à-dire l'index des matériaux correspondant à l'objet. Alors, comment je vais travailler? Je vais travailler comme tout à l'heure. Je vais aller chercher donc les strengths de... Alors, attendez, collection, voilà. Je vais aller chercher ici les objets, d'accord? Voilà. Je vais aller chercher les objets, je vais les mettre là. Boum. D'accord? Et les values, bien sûr, je ne les ai pas. Alors, comment je vais faire? Ce qu'il faut, c'est rentrer des values qui soient les index de chacun des petits cubes. D'accord? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. C'est-à-dire des integers qui varient de 0 à 8, hein, puisqu'ils sont 9 en réalité. 3 x 3, ça fait 9. Bon. Non, 3 x 3, 3 x 3, 9, x 3, hein, 27. Oui. Alors, comment je vais faire? Je vais faire de la manière suivante. Je vais déjà faire donc une boucle. Shift A. Alors, ma boucle, elle est où? View sous programme. Alors, où est la boucle? Loop. Voilà. Alors, pour pas me mélanger les pattes entre les boucles, je vais y donner un nom. Je vais l'appeler pass index. Voilà. Et alors, pass index, je vais faire quoi avec pass index? Il faut que je récupère les index, la liste des index, enfin du moins que je récupère une liste de nombres que je vais injecter dans les valeurs qui sont là, hein, dans les values qui sont là. Pour ça, je vais prendre bien sûr une liste de floats, puisque ce qui sort ici, c'est des floats qui sont compris entre 0 et 1. Donc, je vais faire donc itérateur, new, float, où est-ce qu'il est float? Float list, voilà, d'accord? Donc, voilà ce qui va rentrer. Je vais la traiter, et comment? Ce que je récupère, c'est des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc il faut que je les transforme entre le nombre de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 fois 9, 27. Donc Shift A, je vais les transformer en donc map range. Hein, je vais faire un map range, c'est-à-dire que tout ce qui est compris entre 0 et 1, qui va être mis ici, hein, c'est-à-dire les valeurs que je vais prendre ici, voilà, qui vont être compris entre 0 et 1, il faut que je les mette entre 0 et, alors j'ai dit 3 fois 9, 27, c'est-à-dire 26 en réalité. Voilà. Alors maintenant que j'ai ça, 26, j'ai 26 values qui vont sortir, 27 values qui vont sortir. Alors maintenant, il faut que je les transforme, ça c'est des floats qui sortent, hein, puisque j'ai simplement changé l'intervalle dans lequel il varie dans un autre intervalle un peu plus grand, en faisant une homothétie, hein, quelque part comme ça. Donc il faut que je fasse Shift A, une conversion d'integer, de float en integer, donc search convert voilà, je vais faire float to integer, float to integer, excusez-moi, il n'y a pas besoin de convert, les number, le voilà, d'accord. Donc je vais le brancher ici en sortir, donc je récupère ici des integers, et ces integers, ben, il faut que je dise qu'ils sortent de la boucle. Alors pour ça, ben, je vais aller dans New générateur output, et je vais faire list integer ici en sortie. À ce moment-là, si je crée bien maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure, un invocation programme, Shift A, run, c'est-à-dire si j'implante la boucle à l'intérieur du corps de mon programme, où est-ce que c'est? Invoke, voilà. Hein, je choisis la bonne boucle, donc pass index, pouf, ok. Alors vous voyez bien qu'en entrée, j'ai bien la liste des floats qui vient que je vais brancher sur strength, et l'integer list que je vais, alors ici, je vais le mettre là, mais attention, il faut faire multiple value. Hein, donc je mets là, boum. Donc théoriquement, si tout marche bien, je devrais transmettre à chacun une liste d'integers. Alors je vais regarder avec mon viewer quand même, si ça marche bien. Ceci, boum, vous voyez, 26, 26, 26. Bon, alors je vais regarder. Alors vous voyez, ça, je suis 0, 1 pour le premier, et j'envoie, voilà, à chacun les numéros qui correspondent. Bon, alors, on va regarder maintenant comment on va récupérer ça dans le shader éditeur. Donc je vais passer en shader éditeur. Donc shader éditeur. Non, pardon, c'est là. Shader éditeur. Alors, où est-ce que c'est? Maintenant, je suis dans le shader éditeur. Je vais récupérer donc les index de chacun des cubes et je vais l'utiliser pour mélanger les couleurs. Alors Shift A, je vais déjà Shift A à l'effet input, donc où est-ce qu'il est object info. Alors vous voyez qu'ici il y a objet index. Voilà. Alors cet objet index, hein, je vous rappelle, il varie entre 0 et 26, d'accord? Il faut que je le travaille pour pouvoir mélanger des couleurs. Pour ça, j'ai un outil ici qui mélange très facilement les couleurs, qui est ce qu'on appelle un mix color, d'accord? Mix color. Alors le mix color, lui, il fait quoi? Il prend deux couleurs et il a un facteur, qui est compris entre 0 et 1, hein, qui va mélanger deux couleurs. Alors j'avais pris le rouge, faire très clair, voilà. J'ai pris le bleu très clair, voilà. Et en fonction des index, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 26,
je vais faire, oui, mais alors là, ça va plus, puisque là, il faut que ça soit compris entre 0 et 1. Ben, c'est pas difficile, il suffit que je fasse un node mathématique, search math, voilà, le voilà. Voilà. Je vais faire une division, par combien? Ben, je vais prendre tous les entiers, et je vais les diviser par, ben, j'ai dit, 26, d'accord? Et théoriquement, ça va me donner un nombre qui est compris entre 0 et 1, que je vais mettre comme facteur de mixage entre le rouge et le bleu. Et donc, en fonction de l'index de chacun des cubes, je vais avoir des couleurs différentes. Voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, je me suis mis sur, sur l'affichage des couleurs, hein, c'est-à-dire ici sur le viewport Shelly. Eh bien, si je lance théoriquement, vous voyez, à chaque fois que les index varient, eh bien, la couleur change. Voilà. Hein, vous avez réalisé votre petite chose. À chaque fois que les cubes tombent, eh bien, ça donne l'impression de ça. D'accord? En fonction du delay fall-off qui est dans les animation nodes. Hein. Les animation nodes, c'est au fond le strength qui est là, qui évalue les fall-off et qui va me donner les valeurs qu'il faut pour changer les couleurs. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. Et ça donne des effets assez intéressants. En conclusion, pour bien résumer ce qui s'est passé lorsque j'ai transmis des animation nodes les informations pour la couleur, on va reprendre ce petit schéma-là pour bien comprendre ici la zone animation node et sa transmission au shader node. Alors, on part de là. Donc, ici, l'activation de la timeline va faire changer les frames qui vont automatiquement envoyer le delay fall-off sur les matrices de transformation des cubes. Ces matrices, ce fall-off qui va être envoyé, hein, c'est l'atténuation qui va être envoyée, va renvoyer une valeur comprise entre 0 et 1 qui est évaluée ici. On sort donc des floats compris entre 0 et 1, c'est-à-dire des nombres décimaux, qui sont pris dans la moulinette ici de la boucle, du petit sous-programme, qui va transformer chacun des nombres compris entre 0 et 1 en un entier compris entre 0 et 26, qui sont les numéros d'index de chacun des petits cubes. Chacune de ces index est envoyée par le pass index à chaque petit cube. Maintenant qu'on a ces index qui ont été créés à l'intérieur de l'animation node, on les renvoie ici donc dans le shader node par l'intermédiaire du node qui est ici, qui est l'object info, qui nous donne pour chaque objet, c'est-à-dire pour chaque petit cube, son index qui a été donc changé ici. Et chaque index est pris dans un calcul qui transforme l'index, c'est-à-dire le nombre compris entre 0 et 26, en le divisant donc par 26 pour obtenir un nombre compris entre 0 et 1, c'est-à-dire un nombre décimal compris entre 0 et 1, qui va donner le facteur de mélange de couleurs entre le rouge et le bleu qui est transmis à chacun des cubes. Alors, je voulais simplement dire quelques mots sur un node que j'ai utilisé pas mal de fois, mais là, je voudrais un petit peu donner quelques précisions. Donc là, j'ai plus besoin du cube, hein, x delete, bon, je vais les cacher, et puis je fais faire new, mais je vais utiliser
un objet simple, le plus simple possible qu'on puisse envisager. Shift S, cursor to word d'origine. Shift A, je vais prendre un empty, plein axe. Je vais le grandir un peu pour qu'on le voit un peu mieux. En 2 par exemple, ici, voilà. Voilà, et c'est lui sur lequel qui va servir de cobaye pour le distribut des matrices. Alors, je vous rappelle, le distribut des matrices, il distribue des positions de matrices, c'est-à-dire il envoie des matrices de base et selon une topologie, c'est-à-dire selon une disposition, on va dire ça comme ça. Et après, on pose dessus ce que l'on veut. Alors, Shift A, on va voir. Donc, distribute matrix, distribute, le voilà, distribute matrix. Boum, boum, boum. Alors, si on regarde de plus près, on va se mettre dans la position la plus simple, dans la topologie la plus simple. J'appelle topologie la disposition dans l'espace. Ici, linéaire, c'est-à-dire des points les uns à côté des autres. Size, step, là je ne sais pas trop, mais par contre x, y, z, c'est la direction de la ligne, de la ligne selon laquelle je vais disposer mes matrices. Et là, le count, comment s'appelle, le mount, pardon, c'est le nombre d'éléments. Je vais en prendre 3 pour l'instant, d'accord? Et size, ça va être l'espacement entre les dispositions. Alors, Shift A, si je fais un viewer dessus, voilà, et que je regarde, ce que je récupère, vous voyez, je récupère des matrices, d'accord? Ce sont tous des matrices unitaires, mais elles sont disposées en 0, 2, 4, d'accord? Qui sont les espacements de 4 choisis ici, d'accord? Alors, comment je vais procéder maintenant pour les utiliser? Alors, je vais déjà vérifier que mes nodes sont proprement... le moteur est bien... Node tree, vous voyez, il est en auto-exécution, il n'est pas en always, il est en send changer, c'est-à-dire que les 3 en dessous sont cochés. Le viewer, je vais peut-être le garder de côté. Et là, je vais instancer des occurrences de l'empty. L'empty, je vais d'ailleurs le faire disparaître, d'accord? Enfin, il est caché, mais je vais m'en servir pour aller instancer la topologie que j'ai définie à l'intérieur du distribut matrice et voir exactement où ça se positionne. Et bien pour ça, je vais aller chercher un object instanceur. Object instanceur, il est derrière, voilà. Voilà, et je vais prendre mon empty, voilà, il est là, et je vais je vais y mettre les matrices ici sur les instances. Alors, si je regarde bien, pour l'instant, elles sont toutes empilées au même endroit, mais je vais les mettre en bonne disposition grâce à l'objet matrice output qui va projeter les matrices que j'ai réparties dans l'espace, c'est-à-dire selon la topologie du matrice ici distribute. Et donc je vais prendre ces matrices et je vais m'en servir pour distribuer les objets. Alors les objets, je vais les mettre là, d'accord? Et je vais prendre les matrices et voilà. Et vous avez apparition des 3 matrices. Alors on va peut-être en mettre un peu plus, on va en mettre 5 par exemple. Voilà, c'est un bon nombre, 5. Voilà. Donc voilà, en gros, les matrices, voilà, vous les voyez. Les matrices, leur disposition, c'est ici, là, c'est ce qu'on avait vu. Si je regarde simplement, je vous rappelle, pour que vous voyez bien, que je ne dis pas, j'avais un viewer déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai été le chercher. Voilà, matrice, voilà. Vous voyez, elles sont
en... alors le premier en 0, le deuxième en 1, et ainsi de suite. Hein. Il suffit de regarder sur la dernière colonne. Vous avez ici 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça correspond aux positions des 4 matrices. Et ensuite, bah, vous mettez les instances dessus. Donc vous obtenez les empties aux bons endroits. Bon, ça c'est la première chose. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe quand on change de topologie. Ben, c'est pas très compliqué. Si on met sur grid, regardez, ben voilà ce que ça donne. D'accord? Alors là, bon, elle a mis automatiquement à 3 et à 3. D'accord? Donc, il y a 3 ici, 3 là, 3 là. Hein, et elle en a mis... Elle a travaillé sur, cette fois, une topologie en grid. Maintenant, si je change encore de topologie et que je dis en cercle, ben voilà. Alors là, on peut s'amuser à augmenter, vous voyez. Si j'augmente à 8, on voit bien le cercle se dessiner, d'accord? Donc toujours, hein, là aussi, vous choisissez suivant le plan, hein, XY ici, YZ ou ZX, hein, bon, c'est à vous de voir. Ensuite, à mèche, on va le laisser de côté. Spirale, alors spirale, ben là, on va augmenter un peu plus le nombre pour que ça se voit mieux. Vous voyez, là on voit bien la spirale. Alors on a tous les paramètres, par exemple ici le n radius, c'est-à-dire le rayon de fin, c'est-à-dire le grand rayon. Ben, si on joue dessus, vous voyez, ça va grandir, plus ou moins. Non, c'est start size, ça, pardon, j'étais... vous voyez, hein, on grandit plus ou moins, vous voyez, la spirale, et puis enfin à vous d'explorer les paramètres. Alors si je continue, hexagone gris, alors là c'est-à-dire que les points sont disposés suivant les diagonales, si j'ose dire, de la grille de tout à l'heure. Hein. En gros c'est ça. Il faudra augmenter encore pour avoir plus de détails. D'accord? Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour mèche par exemple? Parce que là, mèche, il ne se passe rien. Ben, c'est normal parce qu'il me faut un mesh. Il me faut un mesh ici en entrée et on va voir ce que donne un mesh. Alors, bon, on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre Shift A. On va prendre un cube, par exemple. Mesh cube. On pourrait prendre un plane, hein, n'importe quoi. Voilà. Alors, bon, moi, je vais le déplacer un petit peu, par exemple, comme ça. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça peut donner si je l'utilise ici comme support du distribute matrice. Alors Shift A. Voilà. Où est-ce qu'il est? Object Input. Où est-ce qu'il est? Object Input. Object Input, le voilà. Et je mets cube. Voilà. Boum. Et si je mets... Ah non, c'est mesh, pardon, excusez-moi. Si je prends l'objet, ça va pas. X. Shift A. C'est mesh. Si je prends mesh input, voilà, mesh input, pour sortir un mesh, il me faut un mesh. Cube, voilà, ben je vais mettre le cube. Bon, use ce mesh. S'il y avait des modifiers, je lui mettrais des modifiers. Et là, je branche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez. Les empties se sont positionnés sur ce qui est noté ici, c'est-à-dire les vertices. Et ils sont sur la normale aux vertices. Regardez, l'empty, l'axe des Z, hein, est positionné sur la perpendiculaire au vertice. Alors, ça, c'est valable si je mets les vertices. Si je mets polygon, et ben, cette fois, regardez, ils sont positionnés sur chacune des faces et la normale est perpendiculaire à la surface. Hein, là, l'axe est perpendiculaire à la surface. D'accord? Axe Z. Voilà. En gros, voilà ce qui se passe quand on met un mesh. Donc, pas de miracle, pas très compliqué à comprendre. Alors, ça peut être intéressant, hein, parce que vous pouvez mettre n'importe quel objet sur un autre, c'est-à-dire décorer un objet avec un autre. Par exemple, on pourrait mettre des sphères, on pourrait mettre des choses comme ça, bon, enfin, faire un atome, enfin, des tas d'idées comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les mèches. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe si je change et que je vais ici sur Spline.
Ah ben pour l'instant, j'ai rien, parce que j'ai pas de spline, ça doit être pareil que pour le mesh. Alors je vais faire Shift A, je vais aller mettre une spline, enfin plus exactement une curve qui contient, bah moi je vais lui mettre une spline. Une seule, hein, je pourrais en mettre plusieurs, mais bon, pour l'instant, j'en mets qu'une seule. Alors, Edit, voilà. Je vous rappelle que les courbes de Bézier peuvent contenir plusieurs splines. Alors, Extrude, par exemple, bon, je vais faire des petits dessins comme ça. Extrude, voilà. R, voilà, extrude, voilà. Par exemple, hein, peu importe. Alors, on pourra en mettre une autre spline séparée, c'est-à-dire c'est une curve séparée, hein, en quelque sorte. Là, je tourne. Oui, bon, ça n'a aucune importance. Alors maintenant, bon, bah, je reviens en mode objet. Et puis, bah, je vais aller chercher ici un spline. Bézier curve. Et regardez, ah, alors là, ça me donne un compte de 50. Bon, bah, alors je vais réduire un peu. Je vais en mettre 10, par exemple. Voilà, déjà, on voit mieux. Vous voyez? Et bien, ça a distribué tout simplement les empties sur la spline. Alors là, si je diminue, si j'en mets quelques-uns seulement, ben, vous voyez, ils se distribuent selon la définition que j'ai choisie de la curve. D'accord? Enfin, de la spline. Alors, à partir de ça, on peut faire aussi d'autres arrangements, d'autres améliorations. Par exemple, ici, je peux jouer avec la partie qui est dans les matrices ici en utilisant une matrice offset Shift A. Shift A, matrice, objet matrice. Non, c'est matrice offset, pardon, excusez-moi. Voilà, matrice, voilà. Et puis, par exemple, en la mettant là, on peut faire sur lock, on peut, vous voyez, les empties là-haut, hein, bon, faire A, c'est pas très bien ça. Bon, je vais prendre quelques empties là-haut pour que vous les voyez se déplacer par rapport à la courbe. Je ne sais pas si vous voyez bien la courbe aussi. La courbe est là, un petit est là, voilà la courbe, et voilà les empties, voilà. Alors, si je joue sur ma matrice offset, ici en lock, je vais déplacer mes empties par rapport à la matrice, par rapport à l'axe des X. Bon, sur l'axe des Y, sur l'axe des X, vous m'avez compris. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de les laisser sur place, mais de faire aussi des rotations. Alors, vous voyez, c'est rotation par rapport à l'axe des X, rotation par rapport à l'axe des Y, bon, puis ainsi de suite, hein. C'est bon. Et puis enfin, bien sûr, avec l'axe des Z. Voilà, on peut même faire plus mieux, on va mettre tout à 1, puis on peut tout sélectionner, voilà, puis faire, vous voyez, grandir les empties, au contraire, les diminuer, c'est-à-dire on peut diminuer les objets qui sont positionnés par une matrice, ici en utilisant cette matrice-là. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, puis on peut tout mélanger, bien sûr. Puis on peut faire un aléa aussi, bon, sur les dispositions. On peut faire plein de choses. Donc, j'ai fait ce montage-là. Hein, ici, c'est un cube. Hein, bon, on va voir le cube. Voilà. C'est en réalité une occurrence du cube qui est là, hein, que j'ai fait grâce à ce montage-là. Vous voyez, j'ai fait un distribute linéaire d'une occurrence de matrice. J'ai relié ça à une instance du cube qui était là, qui fait 4 de côté. Et puis, je vais relier une offset matrice avec, dessus, un contrôleur d'objet qui doit contrôler théoriquement, enfin,
par l'intermédiaire ici d'un empty, il doit contrôler la taille du cube par l'intermédiaire de cette matrice offset en passant par le fall-off. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe, je vais me mettre ici, c'est plus facile à voir, hein, en wireframe, parce que lorsque je vais déplacer le cube, ben, je vais voir ce qui se passe pour... pardon, quand je vais déplacer l'empty, je vais voir ce qui se passe pour le cube. Alors, regardez ce qui se passe, ben, je fais Gx, hein, je déplace l'empty sur l'axe des X, et regardez, lorsque j'atteins 1, donc entre 0, ici position 0, c'est-à-dire la position initiale du contrôleur, et la position 1, eh bien, l'action est exécutée, c'est-à-dire que les valeurs qui correspondent à l'origine de l'empty, c'est-à-dire de 0 à 1, sont envoyées directement, si j'ose dire, en fall-off, d'accord, et vont exécuter la matrice qui est là. Bon, alors ça c'est la première chose. Maintenant, on va voir qu'il y a des paramètres ici qui sont utilisés. Alors là, je suis en linéaire, ça ne change pas grand-chose, hein, si je me mets en quadratique, c'est-à-dire ça démarre plus lentement, mais on va travailler en linéaire, c'est le plus simple, hein. Après, les idées viennent quand on a bien compris ce qui se passait. Maintenant, supposons que je marque fall-off width égale 2. Qu'est-ce qui se passe lorsque je déplace sur l'axe des X le petit empty? Alors, il part de 0, c'est-à-dire sa position initiale, et on va voir ce que ça donne. Alors, regardez. Il faut qu'il atteigne 2 pour que l'exécution soit totale. C'est-à-dire que les valeurs renvoyées ici sont 0 et 1, mais pour des positions de l'empty compris entre 0 et 2. C'est-à-dire qu'il y a une homothétie qui est faite automatiquement. Alors c'est pareil, hein, si je vais jusqu'à 3, hein, par exemple je change 3, vous voyez, hop, le petit cube réapparaît parce qu'il n'est pas totalement défait, et bien si je fais Gx, eh bien je vais, cette fois il faut que j'achète 3 pour qu'il soit complètement détruit. Donc vous voyez, hein, c'est tout simplement l'espace d'action du contrôleur. Donc je vais le remettre à 0 ici, et je vais remettre ça à 1 ici, pour que ce soit clair. Maintenant, l'offset sert à quoi? Eh bien, on va voir tout de suite que c'est non plus cette fois un déplacement de l'extrémité 1, mais de l'origine 0. Alors, on va voir comment. Eh bien, regardez, si je fais cette fois un déplacement sur l'axe des X, regardez, je me déplace, mon empty se déplace entre 0 et 1, et pourtant, l'action de la matrice offset, c'est-à-dire le scale à 0, ne se fait pas. Par contre, il va commencer à se faire lorsque je vais passer la valeur 1. Vous voyez, là je suis sur la valeur 1, et il commence à s'exécuter. Et il va continuer jusqu'à l'autre, à la valeur 2 ici. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai déplacé l'origine de la mise en action de la matrice offset. D'accord? Donc, en gros, on peut dire que l'offset, ça déplace l'origine du fall-off, hein, c'est-à-dire si je regarde bien ici, regardez, le fall-off, il va de 0 à 1. D'accord? 0, 1. Eh bien, le fait de jouer sur ça déplace le 0, et ça déplace le 1, l'extrémité. D'accord? Donc, en gros, on a toujours cette idée-là qui vient jouer. Alors, hein, souvenez-vous un petit peu, Gx, ça correspond au déplacement, hein, de l'origine de l'empty par rapport à ces coordonnées 0 ou 1, selon, bien sûr, ce qu'on a mis ici. Si j'ai mis 1 et 1, eh bien ça correspond à 0 et à 1, c'est-à-dire au déplacement qu'il va avoir par rapport à sa position initiale. D'accord? Hein, je dis bien par rapport à sa position initiale. Là, j'ai choisi la position initiale en 0 et 1. Bon, il se trouve que ça coïncide exactement, mais si c'était entre 1 et 2, ça serait entre sa position initiale et sa position finale. D'accord?
exploration sur les moyens d'agir sur un objet à partir des animation nodes. Alors, quand j'ai commencé à travailler, j'avais, par exemple, ici, Shift A, je prenais un objet et je faisais Transform Output, voilà, hein, je grossis un petit peu, et je pouvais, en ayant activé ce qu'il faut ici, node ici, auto-exécution de change changer, mais surtout pas always. Donc, j'avais simplement remarqué que si je mettais ici mon cube, alors je vous rappelle plusieurs manières de les sélectionner, soit s'il n'est pas sélectionné, vous prenez la pipette, vous allez le sélectionner, soit s'il est sélectionné, vous prenez la pipette qui est ici, et enfin, dernier moyen, on va dans la liste et on va le chercher. Bon, voilà, je rappelle ça. Bon, là, je vais prendre le plus simple, voilà, je mets mon cube, et il suffit que je mette ici, par exemple, que je choisisse une... Alors, je vous rappelle les petits icônes, hein, c'est translation, rotation et changement d'échelle. Bon, par exemple, je prends X ou Y. Je prends l'Y, c'est plus joli puisque ça va être sur l'axe des Y. Eh bien, si je déplace sur l'axe des Y, vous voyez, c'est actif immédiatement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut voir en interaction l'action sur le node et ainsi de suite. Or, il se trouve, alors je vais remettre tout à 0, il se trouve que je me suis dit, bah, si ça marche comme ça doit marcher pareil sur les matrices. C'est-à-dire, si je fais Shift A, Object, Matrice Output, ça doit pouvoir marcher. Où est-ce que c'est Matrice Output? Alors, bon. Alors déjà ici, bah, j'ai vu qu'il y avait objet et je pouvais avoir cette idée-là. Et mais il faut que je fasse agir un offset matrice ici. Shift A, offset matrice. Hein. C'est pas direct comme tout à l'heure. Donc, matrice offset, voilà. Puis après, je choisis a priori, par exemple, ce que je veux, hein, location, et puis ben, je branche ici mon objet. Hein. A priori, j'avais cette idée-là, je branchais mon objet ici, et bing, ben, ça marchait. Et ben non. Alors pourquoi? Eh ben, ça vient d'une idée très simple, c'est que les matrices, enfin les notes sur les matrices ne marchent qu'avec des listes. Il faut donc ici créer une liste d'objets sur lesquels va agir une liste de matrices. Alors comment créer des listes d'objets? Ben, c'est relativement simple, on va créer des listes unaires, si j'ose dire, avec un seul élément. Je vais prendre Shift A, Object tout court, Object Input, et je vais aller chercher mon cube comme d'habitude, mais je vais le mettre dans une liste. Donc Shift A, je vais aller dans List, et je vais faire Create Object List. Et je vais mettre dans le premier, boum, mon cube. Alors le deuxième m'embête un peu. Bon, pour ça, c'est pas grave. Je sélectionne ici ce node-là, je vais dans le panneau L, je vais dans Node, et ici, vous voyez, j'ai la reproduction des entrées, enfin oui, des entrées du node, et ben je vais tout simplement supprimer la deuxième pour avoir qu'une seule entrée. Hein, bon, voilà. Et là, je vais mettre ma liste. Et de l'autre côté, il me faut aussi une liste de matrices. Donc je vais faire Shift A, Create, list, où est-ce que c'est list? Create list, more, create more matrix, voilà. Voilà, je vais faire, et je vais, alors si vous regardez bien ici, j'ai un objet, alors j'en voudrais qu'un, hein. Donc je sélectionne ici, je fais disparaître. Si je regarde Shift A avec un viewer, hein, layout, viewer, il est là. Ce qu'il y a dedans, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Ben, vous voyez que j'ai une matrice vierge, hein, c'est-à-dire en fond c'est la matrice de l'identité. D'accord? Et je vais, j'en ai qu'une seule, hein, 0, une seule. Eh bien, je vais
affecter à cet objet la matrice offset que je vais choisir ici, et je vais la porter sur la sortie matrice output. Et là, je m'aperçois que lorsque je déplace les objets, je déplace les vecteurs de la matrice, hein, les composants de la matrice, si je regarde Shift A, je vais vous montrer en détail le viewer, sur le viewer, ce qui se passe. Voilà, vous voyez, si vous regardez ici, hein, je vous rappelle, les translations, c'est sur la dernière colonne. Regardez la dernière colonne, sur l'axe des Y ou sur l'axe des X. Vous voyez, je change les valeurs. Et si je fais, bon, je remets tout à 0, par exemple, ouf, si je, d'accord, pas voulu, hop, je sélectionne tout, 0, voilà, si je fais rotation à la place, et que je désire, par exemple, une rotation par rapport à l'axe des X, ben regardez, et ça s'exécute sur le premier élément de la liste, qui est la matrice 4,4, qui a été affectée à cette liste-là, d'accord? Donc, vous pouvez agir avec les matrices, mais en passant par les listes, hein, c'est un point important.